Oui, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux. En fait, c'est un peu une somme de. Enfin, les résultats sont issus de plusieurs travaux, plusieurs projets, qui ont déjà terminé ou qui sont encore en route ou qui sont en programmation là, et dont la plupart ont été en collaboration avec Fabien, mais aussi avec d'autres collègues, dont Aurélie. Et donc, je vais vous présenter un peu les avancées sur cette thématique-là. Donc, sur co-conception et simulation de stratégie d'adaptation au changement climatique de systèmes d'élevage au vin méditerranéen. Forcément, ça ne marche plus. Donc, c'était pour revenir sur un peu le contexte de ce sur nos objets d'étude. Donc, sur l'agropastoralisme, c'est la spécificité des systèmes sur lesquels on travaille, donc que vous connaissez très bien, même mieux que moi, je pense. Donc, leurs spécificités sont liées au fait qu'ils valorisent des végétations spontanées au cours de l'année, et ils sont aussi spécifiques dans le fait qui peut se faire soit en été pour les transhumances estivales ou les transhumances hivernales pour l'hiver. Donc, ils utilisent toute une diversité de milieux différents pour nourrir les animaux. Et ils présentent aussi des principes qu'on peut considérer comme agroécologiques, justement en valorisant les fonctionnalités offertes par les écosystèmes, notamment donc, dans l'utilisation de leur surface, dans la diversité des surfaces et dans les interactions qu'ils ont avec, et en préservant les écosystèmes et les ressources naturelles associées à leur milieu. Bon. Tout ça pour dire aussi que ce sont des systèmes donc nous, on travaille à la fois sur la capacité d'adaptation au changement climatique et aux principes agroécologiques de ces systèmes, en prenant en compte le fait que ces systèmes, étant particulièrement dépendants aux ressources spontanées, sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Et notamment du fait de la variabilité interannuelle de la disponibilité en biomasse, que ce soit en quantité ou en qualité, pour l'alimentation des animaux, avec des allongements de période estivale et des déficits associés qui sont d'autant plus marqués sur le pourtour méditerranéen, sur les systèmes sur lesquels on travaille, avec un impact sur les milieux semi-naturels. Et donc, pour s'adapter à ce changement climatique, les systèmes agropastoraux peuvent s'ajuster à leur environnement en modifiant ou en ajustant leur système d'alimentation et certaines fois les systèmes de reproduction, notamment dans les calendriers, ou en modifiant les chargements ou la mobilité des troupeaux, en abandonnant certaines surfaces de pâturage, par exemple, ou avec des races ou des espèces adaptées. Et ils ont un autre moyen, c'est de s'affranchir de l'environnement, notamment en gérant différemment les fourrages, donc en faisant peut-être plus de stock et de distribution plutôt que de sortir des bâtiments. Et donc, nous, on s'appuie pour travailler sur l'adaptation de ces systèmes, sur les performances, à la fois en termes d'adaptation au changement climatique, mais aussi dans la conservation, le maintien de leur dimension agroécologique. Donc, notre démarche, celle qu'on utilise à peu près dans les projets qu'on mène, est adaptée de la méthode dite développée par DigiMaker en 2019. Et elle s'établit en 4 étapes. Donc, la première, c'est la description sur la caractérisation. Ça fait écho. Sur la caractérisation des systèmes initiaux sur lesquels on travaille. Ensuite, à partir de ces caractérisations. Excusez-moi, le parc naturel des Cévennes, vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît? Ça fait écho. Ah oui, pardon. Oui. Merci. Du coup, on a l'étape d'explication. Après, on va, par des ateliers ou par de la modélisation, essayer d'évaluer à la perception de l'impact du changement climatique sur les systèmes existants. Et après, on a l'étape d'exploration, où là, c'est à partir d'entretiens, de jeux sérieux et ou de modélisation, où on va essayer d'explorer l'impact de la mise en œuvre de leviers d'adaptation et de combinaison de ces leviers, donc sur les systèmes sur lesquels on veut travailler. Et on finit avec la dernière étape qui est l'étape plutôt de conception où là, on va essayer de discuter à partir d'ateliers sur des nouvelles stratégies d'adaptation pour faire face au changement climatique. Donc, je vais garder ces 4 étapes en fait dans le déroulé de la présentation.
Donc, on a la première étape qui est l'étape de description. Là, je vous l'illustre sur un projet qui est fini. C'était un projet PRIMA, donc c'est des pays méditerranéens où en fait l'équipe du CITA de l'Espagne a apporté un gros travail d'enquête sur 180 fermes en France, Espagne et Tunisie, pour essayer de définir les profils d'exploitation et la perception des éleveurs quant aux variations liées au changement climatique sur leur système, et essayer de répertorier en fait les actions qui étaient déjà mises en œuvre dans leur exploitation et celles qu'ils envisageaient de faire à court ou moyen terme. Donc, nous, on a participé sur le terrain français. Et là, je vous mets juste un résumé un peu rapide des réponses qu'on a eues sur plutôt les actions futures pour répondre au changement climatique. Avec, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ma souris ? Non. Non. Alors, je sais pas. Ah, comment on fait ? Ouais, alors, c'était sûr que ça allait bugger un moment. Comment on fait pour faire je ne vois pas. Le pointeur ? C'est où ? Non, je ne sais pas où il est. Bon, alors du coup, il faudra me croire sur parole. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les différentes colonnes, c'est les la souris, hein. Ah, on voit la souris. Bah alors. Oui. Bon, ma collègue, il la voit pas. Ok, donc on a les réponses pour les Français, les Espagnols et les Tunisiens pour chacun des cas des cas différents, des systèmes de production différents, avec le nombre d'actions mises en œuvre pour concernant la gestion du troupeau, le système d'alimentation, le système de pâturage, le système de culture, les infrastructures ou la gestion de l'eau. Et ce qui ressort en fait de toutes ces enquêtes, c'est que l'alimentation et le pâturage sont essentiels dans les réponses des actions mises en œuvre, mais nécessitent des modifications des systèmes plus globalement, notamment les calendriers, les espèces végétales utilisées et la mobilisation de surfaces différentes. Il y a aussi dans certaines régions, là où les animaux vont pas pouvoir sortir du fait des stress hydriques trop forts pendant l'été, des nécessités d'améliorer les infrastructures. Donc ça, c'est plutôt pour l'Espagne. Et on met en évidence que, c'est pas illogique, hein, c'est que les facteurs biogéographiques et techniques vont mettre en place, présentent des marges de manœuvre différentes pour les agriculteurs, puisque pour la Tunisie, on va plutôt travailler sur la flexibilité du troupeau, alors qu'en France, c'est plutôt des questions liées à la gestion des cultures, et en Espagne, plutôt sur la gestion de l'eau. Voilà, donc là, c'est pour dire un peu de quoi on part quand on veut essayer de décrire les impacts et les leviers qui semblent être intéressants à mobiliser. Donc après, je vais plutôt vous parler on continue l'étude, mais là, nous, on a utilisé la modélisation pour essayer d'aller un peu plus loin sur l'exploration de stratégies d'adaptation. Et donc, je vais vous présenter le résultat qu'on a eu sur un cas d'étude espagnole et un cas d'étude français, qui sont des systèmes agropastoraux transhumants. Donc, c'est plutôt un cas de Héraultais en France et vers Saragosse en Espagne. Et donc, la taille du troupeau espagnol est 260 têtes avec un agnelage qui est plutôt resserré sur la fin de l'hiver, sur 2 mois, et avec une grosse part de parcours. Et c'est plutôt d'estive et un tout petit peu de prairie dans le système d'alimentation. Et en France, on a plutôt une taille de troupeau un peu plus élevée, avec 357 têtes, et un agnelage qui est plutôt sur le printemps et l'automne, donc plutôt étalé, et avec l'utilisation de parcours en estive, notamment, et l'utilisation de prairies de pâturage. Donc, pour travailler sur ces systèmes, je vous ai dit, on utilise la modélisation. Donc, on a développé un modèle, un simulateur informatique. Et là, vous avez un peu le modèle conceptuel assez générique où vous pouvez voir qu'on a traité à la fois de la composante animale avec une description assez fine de la composition du troupeau où on peut mettre la taille, la variabilité individuelle, tous les paramètres zootechniques qui nous permettent de représenter assez finement la conduite du troupeau avec les calendriers de ration, l'utilisation des bâtiments, des parcours et des prairies. Et ça nous permet de calculer les besoins des animaux en type d'aliments tout au cours de l'année, tout au long de l'année, pardon. Et de même, en parallèle, on a la composante végétale qui est peut-être un peu plus simplifiée, enfin peut-être pas, c'est même sûr,
où on représente en fait les différents types de surfaces utilisées par le troupeau. On représente aussi la gestion en termes de conduite des surfaces, des rendements de fauche ou la biomasse disponible par saison, par saison. Et on peut avoir du coup un recensement des ressources alimentaires disponibles pour alimenter le troupeau tout au long de l'année. Et donc le modèle va permettre de calculer si on a l'équilibre en fait entre si les besoins des animaux sont compensés par la production de biomasse sur l'exploitation. Donc là, je vous montre les résultats qu'on a pu obtenir pour le cas ovin allaitant héros. Donc sur le graphe, par exemple, ici, vous avez en noir, le trait noir, c'est les besoins totaux du troupeau au cours d'une année. Et en différentes couleurs, c'est les aliments qui permettent de répondre à ces besoins selon les différentes périodes de l'année. Donc là, vous avez par exemple les distributions de céréales, puis la prairie et du parcours. Et là, vous avez la distribution de fourrage. Sachant que pour le moment, dans le modèle, quand on a des manques, donc là, vous avez du blanc, donc ça veut dire qu'on n'a pas la ressource nécessaire pour répondre aux besoins des animaux, l'éleveur va acheter et distribuer du fourrage. Donc là, c'est en situation normale. Et pour représenter l'impact du changement climatique, on a fait varier en fait les saisons en allongeant la période d'été et en faisant démarrer le printemps plus tôt. Et sur la période d'été, on représente aussi un stress thermique en réduisant les biomasses disponibles sur cette période-là en particulier. Donc on voit quand on met l'impact du changement climatique, donc vous allez voir là où j'ai sélectionné, c'est qu'on agrandit en fait les manques là où il y avait déjà des manques au démarrage, donc on accroît en fait le manque de biomasse sur plutôt la période automne-hiver pour le cas ovin allaitant. Pour le cas espagnol, vous avez le même graphique. Là, on voit en situation initiale, il y a toujours des petits manques liés aux ajustements, mais donc là, on distribue pour quand il y a des manques. Et ce qu'on voit sur ce système-là, c'est que l'impact du changement climatique, comme on a fait varier en fait la disponibilité des biomasses, ça crée un manque plutôt en estive et au niveau de la prairie. Donc, à partir de ces impacts, en fait, on a travaillé sur des ateliers avec soit les partenaires du projet adapteur, soit les acteurs de terrain sur le système français, pour travailler sur des scénarios. Donc, on a des scénarios plutôt qu'on va appeler fauche, où là, on va cibler à produire du fourrage sur l'exploitation pour améliorer l'autonomie fourragère en utilisant de la prairie pâturée qu'on va transformer en prairie fauchée. Bon, c'est un modèle, donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut, donc sans aller dans des choses irréalisables. On se met pas trop de blocage pour le moment sur le choix des leviers. Donc en France et en Espagne, on a fait ça, sauf qu'en Espagne, en fait, on a plutôt créé de la surface de production de céréales plutôt que de la surface de fourrage. On a un deuxième scénario où là, on fauche et on modifie l'alimentation, parce qu'en produisant du stock, on va modifier une ration pendant l'été où on va faire moins pâturer et on distribuera plus de fourrage. Donc, dans les deux cas, c'est ce qu'on a fait. Et on peut travailler sur d'autres possibilités, telles que diminuer l'effectif ou changer les dates de repros, puisque vu que le modèle représente assez finement le fonctionnement du troupeau, c'est des choses qu'on peut qu'on peut tester aussi. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats sur des indicateurs un peu clés que nous, on a sélectionnés aujourd'hui. Donc, pour le scénario, alors là, c'est les réglettes. Donc, vous avez dans la première ligne le nombre de jours où les besoins sur le parcours sont pas couverts. Donc, en gros, il n'y a pas assez de biomasse pour nourrir l'ensemble du troupeau. Et donc, en situation de référence, on voit qu'en France, il manquait déjà quelques jours et en Espagne, pas encore. Et donc là, quand on met l'impact du changement climatique, c'est pas sur ces saisons-là que ça posait problème. Donc, on voit qu'il n'y a pas trop d'impact sur le nombre de jours où les besoins sont pas couverts sur parcours. Et quand on met en place la première stratégie, la deuxième stratégie, on voit que en compensant l'utilisation de parcours par de la distribution de fourrage, on arrive à réduire en fait pour le cas français la situation où on n'a plus assez pour nourrir ce parcours, ce qui n'est pas illogique. Hein. D'accord. Si on regarde les nombres de jours où les besoins ne sont pas couverts sur prairie, alors là on a un peu la différence, c'est que c'est le cas espagnol qui est plus touché. Parce que on avait déjà vu qu'il y avait un petit peu de problème dès le démarrage. Mais là, le changement climatique, ça impacte fortement, vous l'avez vu sur le graphe, en 2 jours en été. Et donc, on voit bien que les stratégies vont permettre quand même de réduire, mais vont pas réussir à compenser sur la totalité de la période d'été. Donc, on a pu regarder aussi les résultats de l'autonomie fourragère.
Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on a une autonomie fourragère de 84% dans le cas français et de 59% dans le cas espagnol. Alors là, ce que j'ai mal expliqué, c'est que les réglettes, ce coup-ci, c'est en 100% de la valeur de référence. Donc, la valeur de référence, c'est 84% pour le cas français, par exemple. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le changement climatique impacte pas vraiment, enfin, en tout cas, la façon dont on a représenté l'impact du changement climatique impacte pas l'autonomie fourragère dans le cas français. Et même si on arrive avec une stratégie où on fauche et on distribue différemment, on arrive à améliorer l'autonomie fourragère dans le deuxième scénario. Avec le cas espagnol, on arrive, c'est à peu près la même chose, sauf que le fait de réduire ici la surface pâturée va nous faire une forte, enfin ce scénario est pas très bon parce que ça nous fait une forte baisse d'autonomie fourragère dans ce cas-là. Ensuite, on avait gardé un indicateur plutôt agroécologique de parcours pâturés. Et donc là, on voit aussi que le changement climatique et les scénarios qu'on a choisi de représenter sont plus impactants sur cet indicateur-là pour le système espagnol. Donc là, vous avez un peu un panel un peu rapide, de types d'indicateurs qu'on peut sortir du modèle, mais pour le moment, on est resté sur des stratégies assez schématisées et on a tout un travail encore à faire pour aller un peu plus loin avec les partenaires pour définir des stratégies plus construites et un peu plus fines. Donc, dans ce projet-là, dans le projet adapteur, ça nous a quand même permis de commencer à concevoir une petite toolbox, un outil ergonomique où on a rentré les données et où les utilisateurs peuvent voir afficher et on peut voir les graphiques. Là, j'ai mis que la page de garde, c'est un peu bête, mais on peut voir des comparaisons entre stratégies ou entre études de cas. On peut choisir tout ça et en mode utilisation web. Donc là, je vous ai présenté un peu un déroulé un peu clé sur tous les projets qui se déroulent et qui se finissent ou qui se commencent. Et l'idée, c'était pour nous, c'est de continuer de traiter cette question-là de l'adaptation au changement climatique et des enjeux en termes de maintien des principes agroécologiques, mais de travailler sur des diversités de systèmes et aussi sur des outils un peu ergonomiques pour pouvoir discuter avec les acteurs de façon un peu plus facile lors de réunions. Et notre objectif, c'est d'aller quand même un peu plus loin dans la représentation un peu plus fine des surfaces et des biomasses disponibles végétales, biomasses végétales disponibles et d'aller un peu creuser les impacts changement climatique de façon un peu plus fin. Et dans l'idée quand même de garder toujours une gamme de performances plutôt élargie, pas que garder que des performances zootechniques ou environnementales, mais bien coupler les performances socio-économiques et environnement, et pour voir un peu travailler sur les compromis entre performances, parce que là, la gamme d'indicateurs que je vous ai présenté, c'était à la fois, là, c'était plutôt sur l'agroécologie, mais on aurait pu regarder est-ce que ça donnait en termes zootechniques ou en termes environnement. Donc, c'est bien d'avoir la vision un peu plus large des compromis entre les différentes performances que les stratégies vont impacter. Voilà, et là j'ai mis un peu les projets en cours qui étaient encore d'actualité et ce qui nous permettra de continuer nos travaux sur cette thématique-là. Voilà. Merci, Amandine. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension